Aurélie Duplé, donc je dirige le marketing pour Berdo. Et l'idée en introduction, c'était de vous présenter un peu cette entreprise. Donc, nous sommes des opticiens. Donc on a quasiment 37 ans d'existence, puisque c'est une entreprise qui a été créée en 1984 par Marc-Étienne Berdo, son fondateur. Et c'est vrai que déjà en 1984, Marc-Étienne avait vraiment cette envie d'aller bousculer un peu le monde de la vision, mais aussi un peu plus tard de l'audition. Et il est parti finalement des centres-villes et de cette ambiance très médicalisée des opticiens en blouse blanche pour aller au centre, dans les centres commerciaux, se rapprocher aussi de ses clients. On verra que connaître son client fait vraiment partie de l'ADN de l'entreprise. Donc aujourd'hui, c'est une entreprise qui est suisse, indépendante, toujours. On est 135 collaborateurs, on a une vingtaine de magasins donc spécialisés dans l'optique. Et dans ces magasins spécialisés dans l'optique, on a des centres dédiés à l'audition, donc 13 centres dédiés à l'audition. Donc ça fait partie aussi de notre concept de pouvoir proposer en effet à nos clients de venir aussi bénéficier d'expertise d'audioprothésistes directement dans nos magasins. Et aujourd'hui, l'année dernière, on a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 24 millions et demi de francs suisses, pardon. Donc notre mission, elle est importante, c'est améliorer la qualité de vie par une bonne vision et une meilleure audition. Oui, en fait, vendre des lunettes, c'est pas simplement un acte d'achat, c'est aussi dans un sens, c'est du conseil médicalisé. Donc c'est vrai que c'est un monde assez complexe, l'optique, hein, puisqu'on va travailler en effet sur un procédé pseudo-médical, mais on va aussi mettre en avant des beaux produits, des belles marques. Donc il faut vraiment avoir au cœur de tout ça la bonne compréhension des besoins du client, aussi bien sur des aspects esthétiques, mais aussi des aspects évidemment de comment améliorer sa vue ou son audition. Et donc nos atouts, c'est vrai qu'on a une organisation très très agile, inspirée des modèles d'entreprise dites libérées. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a quelques années, Marc-Étienne a décidé finalement de supprimer un peu ces notions de hiérarchie en entreprise pour redonner beaucoup plus d'autonomie à nos opticiens qui sont finalement au cœur et au plus près de nos clients. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un magasin, il n'y a pas de directeur de magasin. Il y a des rôles qui ont été éclatés, on va dire, au sein des opticiens. Donc, une personne va gérer le planning, une autre va gérer le marketing, une autre va gérer l'accueil ou les achats de produits, en relation avec donc le siège, dont je suis une des représentantes. Mais là, c'est pareil. L'idée, c'est d'avoir que nous sommes vraiment finalement des fonctions support, donc au service de nos opticiens et donc indirectement de nos clients. Cette bascule est importante parce qu'elle nous permet d'avoir beaucoup plus d'agilité. On est des petites équipes, mais du coup, on s'appuie vraiment aussi sur le réseau de nos magasins pour pouvoir démultiplier notre force de frappe en termes marketing ou autre. Et donc, je le disais, c'est vrai que la donnée client, on a cette chance d'avoir donc plus de 35 ans, parce qu'on est 37 ans cette année de données clients. Et c'est vrai que pour Marc-Étienne, vraiment depuis le début, de connaître son client et puis collecter de l'information sur son client a toujours été quelque chose qui était au cœur de ce qu'on a fait. Et donc c'est tout naturellement que avec tout ce que propose le digital, on a maintenant l'opportunité d'aller vraiment creuser cette mine d'or sur laquelle on est assis pour pouvoir utiliser ça et proposer de nouvelles expériences à nos clients. Et puis tout ça, ça se ferait pas si on n'avait pas aussi des processus et des processus métiers qui étaient mieux maîtrisés. Et c'est vrai que le digital, depuis quelques années, nous a permis vraiment aussi de simplifier nos processus métiers et aussi les processus qu'on peut proposer à nos clients dans l'achat ou à nos opticiens. Donc cette dimension digitale, elle est vraiment au cœur de l'entreprise. Et c'est vrai pour nous, l'expérience, elle se passe en magasin. Le digital, finalement, va venir nous aider à amener des clients en magasin, hein, donc une stratégie web to store. Mais moi, j'aime bien la pensée web to store to web, parce que finalement, une fois que le client clique le magasin, c'est grâce au digital qu'on va rester en contact. Et on va voir que justement, toute la partie du marketing automation est venue jouer un rôle très important dans cette dimension-là pour nous permettre justement d'être au plus proche
des besoins de nos clients. Alors, je continue, je vais faire l'introduction aussi sur cette deuxième partie sur donc le projet de marketing automation qui a été réalisé avec Columbus et Actito. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je vous disais, donc on a cette chance d'avoir beaucoup de données clients qu'on utilisait déjà à travers un programme de fidélisation qui était papier. Donc, c'est vrai que depuis déjà beaucoup d'années, on envoie régulièrement des mailings papier à nos clients pour leur rappeler qu'ils doivent faire un contrôle de la vue, pour les remercier de leur fidélité. Mais globalement, ce programme pose plusieurs problèmes. Le premier, c'est que c'est relativement statique. Peut-être certains parmi vous comprennent les enjeux de l'impression, mais les machines sont calées. Donc, c'est vrai qu'une fois qu'on a défini un texte, faire des modifications pour être agile en fonction de notre actualité, c'est très compliqué et très coûteux. Et l'autre dimension, évidemment, c'est aussi cette notion de coût. C'est quand on envoie des dizaines de milliers de papiers, de courriers papier chaque mois, il y a vraiment un enjeu finalement de rationaliser aussi ces coûts. Donc voilà, l'idée c'était vraiment d'avoir toujours dans cette idée d'avoir des processus aussi automatisés. Comment finalement on pouvait venir automatiser d'une certaine façon et améliorer la relation de nos clients en s'appuyant sur notre base de données, pour pouvoir proposer de façon beaucoup plus pertinente le bon message au bon moment. Et on verra que ça se passe aussi bien dans des programmes relationnels, donc du suivi personnalisé, mais aussi finalement des emails transactionnels liés finalement à une personne qui va venir faire un achat d'une paire de lunettes en magasin. Jean, je te passe du coup la parole. Merci Aurélie, tout à fait. Donc, alors déjà peut-être pour me présenter en deux mots. Donc Jean, moi je travaille évidemment pour Columbus, vous avez compris, et vous avez aussi compris qu'on a assisté Aurélie et les équipes Berdo dans ce projet, qu'on va un petit peu vous détailler, vous montrer des choses, je pense assez concrètes pour pouvoir un peu aussi vous projeter, ce qui est quand même aussi l'idée. Donc pour démarrer un peu la discussion sur les sujets opérationnels, évidemment, quand on parle de marketing automation, on a tous en tête la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire, très bien, on est capable d'envoyer des campagnes sur tout un tas de canaux avec tout un tas d'éléments déclencheurs. Mais avant ça, en fait, il y a quand même des prérequis qu'on a évidemment travaillé fortement en amont du coup avec Berdo. Donc là, on en a mis 4 principaux. Donc le premier, c'est évidemment de travailler sur cette segmentation client. La data, on va le voir, est un sujet central chez Berdo et évidemment sur ces sujets de marketing automation. Regardez aussi évidemment tous les sujets de parcours client, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut équiper entre guillemets comme parcours et quels sont les parcours sur lesquels on a des enjeux importants à traiter et comment proposer une expérience, des messages, des promotions, des services, on va voir tout ça. Il y a quand même aussi des sujets techniques, c'est-à-dire l'intégration du SI client n'est pas du tout à péjorer, comme on dit. Il faut effectivement avoir bien ça en tête et avoir finalement une architecture qui soit robuste de ce point de vue-là. Et là-dessus, les équipes Berdo nous ont largement aidés. Et puis bien sûr, un peu de conduite du changement pour s'assurer que les utilisateurs clés soient à l'aise avec effectivement ce qu'on propose, puisque l'objectif aussi, c'est quand même que au-delà de faire un projet, qui ait une vraie continuité de services et des activités derrière pour pouvoir enrichir tout ceci. Donc, pour vous donner un peu des éléments de timing, alors, évidemment, on pourrait se dire que c'est un projet qui dure un peu longtemps, certes, mais je vous rappelle qu'en 2020, il y a un petit truc qui s'appelait le Covid qui est arrivé, qui nous a fait évidemment ralenti. Donc, si on met ça de côté, ce qu'il faut en retenir, c'est quoi? En fait, c'est que les prérequis sont effectivement important, c'est-à-dire que là, on parle pas d'outils de marketing automation, mais plutôt de travail clairement sur la base de clients, sur des segments, sur se poser des questions, quel modèle de données omnicanal je veux avoir, c'est-à-dire comment je vais capter l'information. Évidemment, les boutiques font partie de ce jeu-là et c'est même un des plus gros contributeurs de ce point de vue-là, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour poser tout ça et pour avoir quelque chose qui soit cohérent? Évidemment, on fait un choix de solution. En l'occurrence, vous l'avez compris, ici, c'était Actito. Et puis, finalement, le projet de marketing automation, si on prend vraiment la partie mise en œuvre concrète, elle est ici. Elle a duré, donc elle a démarré fin d'année dernière pour se finir sur ce début d'année avec un go live qui a été fait il y a quelques mois, avec aussi, évidemment, ce design des programmes relationnels qu'on va rediscuter. Voilà. Donc, ce que
ce qui est important à avoir en tête, donc, c'est qu'on a démarré par effectivement une segmentation avec différents critères, évidemment. Alors, sans rentrer dans le détail de tout, mais de manière, j'ai envie de dire, un petit peu classique, on a des éléments de démographie. Après, évidemment, les éléments de comportement, là, sont plus intéressants et sont plus fins à aller chercher. Et c'est là où peuvent se poser beaucoup de choses. Alors, quand on parle de canal, on parle certes du digital, mais évidemment que côté boutique, c'est des choses qui sont importantes. Côté économique, entre guillemets financier, ben savoir quelle est un peu la valeur des clients avec lesquels on entre en relation. Et quand on parle de valeur, c'est pas forcément une valeur que financière, c'est aussi une valeur future et pouvoir modéliser tout ça. Et puis, bien sûr, par rapport au cœur de métier de Berdo, avoir tous les éléments de besoin sur les produits, que ce soit optique ou audition, et à partir de là, de pouvoir traiter l'ensemble de ces points-là. Donc l'idée, c'est évidemment de pouvoir mixer tous ces éléments, de travailler sur une approche, comme on l'a dit, très orientée data, données clients, et puis partir sur, de manière, j'ai envie de dire un peu classique, mais on va y revenir avec Aurélie, sur du segment RFM, ou de manière un peu théorique, si on lance la machine sur ce genre de segment de RFM un peu avancé, on se retrouve évidemment avec une myriade de segments, en l'occurrence ici on avait 125 sur les premières itérations. L'objectif évidemment c'est d'avoir quelque chose qui soit activable, qu'on puisse vraiment utiliser. Donc notre premier fil nous a permis d'arriver à peu près à 12 segments en l'occurrence, et puis de travailler sur finalement 5 segments prioritaires, sous-entendu les parcours, les sujets sur lesquels on veut effectivement s'arrêter et pouvoir finalement raconter un petit peu des histoires. Peut-être qu'Aurélie, tu veux aussi donner ton point de vue et ton retour d'expérience par rapport à ce qu'on a pu faire là-dessus. Oui, et c'est vrai que cette première étape, elle était vraiment cruciale pour... on voulait vraiment partir bien avant de se lancer tête bêche dans le choix d'un outil et de la définition des programmes. Comme je vous l'ai dit, on avait finalement la chance d'avoir déjà une base de données qui était existante et se poser la question de comment la modéliser. Et c'est vrai, moi j'ai travaillé longtemps dans le passé dans le monde du prêt-à-porter. Et c'est vrai que j'avais travaillé déjà avec un modèle RFM, donc résonance, fréquence et monnaie, argent. Et il s'est traité très bien parce que les gens achètent régulièrement des produits. Mais il faut comprendre que dans le monde de l'optique, on change pas ses lunettes tous les jours. On a plutôt un taux de renouvellement qui va se situer entre 3 et 5 ans. Donc il fallait d'abord qu'on comprenne finalement, qu'on reparte pas d'idées préconçues, de se dire bah oui c'est 3-5 ans, qu'on regarde quel était réellement finalement le taux de renouvellement de nos clients et de voir si ce modèle RFM allait apporter de la valeur ajoutée. Donc on l'a testé, on l'a modélisé avec Holobus, on l'a testé et ça nous a vraiment permis de travailler en effet sur d'affiner la durée sur laquelle on voulait avoir ce RFM, de définir aussi les bonnes fréquences d'achat. Et c'est vrai que là, forcément, nous, un réachat qui se refait en 6 mois, c'est ce qu'on appelle du multi-équipement. Et c'est un enjeu qui est très important. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on va aller rechercher. Et donc, on va aller retravailler, évidemment, et ce qui nous a permis finalement d'affiner pour arriver à ces modèles-là avec, en effet, des segments très bien identifiés qui, on a pu voir aussi, devraient nous permettre d'obtenir ces objectifs, en effet, de fidélisation, de réachat et de cross-selling. Merci Aurélie. Alors du coup, si on rentre plus sur les sujets opérationnels, c'est-à-dire comment concrètement on joue un peu avec tout ça, de manière un petit peu classique, quand on gère des campagnes, alors évidemment on a un plan annuel, on a un budget annuel, on veut pousser des campagnes étape par étape, on parle plutôt de saisonnalité quelque part, c'est-à-dire on va créer de la campagne et faire du design avec ses agences créa, son contenu, évidemment, on va assembler tout ça et puis on va pouvoir pousser ça quelque part en termes d'activation, mesurer, vérifier que ça fonctionne et revenir en arrière à la première étape. Donc ça, c'est un peu le processus classique, je dirais, de gestion de campagne. Alors évidemment, le premier problème qu'on voit là-dessus, c'est que on a un goulet d'étranglement qui va clairement être une limitation, ça va être les équipes marketing. C'est-à-dire la taille des équipes vont finalement dimensionner le nombre de campagnes qu'on va être capable de traiter. Alors, quand on rentre dans les dispositifs qu'on a vus juste avant, où on
on a des segments à traiter, on a un certain nombre de messages, et on va le voir juste après comment tout ça se met en musique. On peut pas suivre ce genre de processus, sinon effectivement on aurait rapidement un problème. Donc l'idée c'est de passer sur ce fameux marketing automation, donc l'automatisation des campagnes. Donc des solutions qui soient, donc en l'occurrence ici Actito, qui soient réellement intégrées à un écosystème client, donc c'est-à-dire qu'on puisse directement accéder aux données prospects clients sans avoir manipulé d'informations de manière manuelle, complexe ou compliquée. L'idée c'est d'aller directement avoir ces informations en temps réel ou quasi temps réel et donc du pouvoir les activer derrière grâce justement à cette automatisation des campagnes et des programmes relationnels qu'on va voir. Donc l'objectif ici, c'est de monter en puissance en termes de volume, en termes de cas qui vont être traités. On parle effectivement de scalabilité et puis pouvoir aussi évidemment comparer les performances de tout ça et de se dire finalement qu'est-ce qui fonctionne pas, corriger le tir et du coup plutôt se concentrer sur l'intelligence finalement du système que plutôt que la gestion des opérations. Tu voulais peut-être aussi ajouter un petit point justement peut-être sur l'organisation, Aurélie, des équipes vis-à-vis de ça? Oui, c'est vrai que, comme je le disais en introduction, on est une PME, donc on a des équipes marketing qui sont très très réduites. Et c'est vrai que l'enjeu pour nous, c'est de pouvoir continuer à quand même proposer à nos clients une vraie expérience différenciée en fonction de leur profil. Il faut bien voir que nos clients, ils ont entre quasiment 0 et 100 ans, avec autant de profils différents. On parle pas de la même façon à un myope qu'on parle à un astigmate, etc. Donc c'est vrai qu'on avait besoin de monter en puissance pour pouvoir démultiplier nos messages et que on n'avait pas les ressources en interne pour pouvoir le faire de façon manuelle. Donc c'est vrai que là, l'intérêt de l'outil était pour nous, était évident, j'ai envie de dire. Et puis l'autre enjeu, c'était aussi finalement de limiter la dépendance à l'IT, parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir faire en effet ces segmentations, pour beaucoup, finalement, c'était un travail entre le service marketing et l'IT, nous qui définissions les critères et eux qui produisaient indirectement le fichier qui nous permettait de faire ces sélections. Là, avec cet outil, maintenant, on est autonome, c'est-à-dire qu'en effet, comme l'a dit Jean, les informations remontent directement dans l'outil, on a la capacité de créer nos propres segments. Et ça, c'est aussi pour pouvoir tester, pour pouvoir être plus rapide, pour pouvoir aussi avoir des idées et de dire voilà, on va tester cette semaine ça, sans forcément déclencher derrière tout un processus complexe où on met beaucoup de gens dans la boucle. C'était aussi cette autonomie qu'on recherchait en termes marketing pour pouvoir aussi être plus agile et pouvoir proposer de nouveaux contenus à nos clients. En résumé, c'est plus de 220 étapes qui ont été automatisées. Donc, c'est typiquement, vous voyez bien l'intérêt du job, c'est-à-dire d'avoir la capacité que l'ensemble de ces étapes puissent être orchestrées totalement automatiquement, déclenchées selon certains seuils, selon certains événements. Évidemment, on prend tout ça en compte. L'objectif aussi, c'est de pouvoir gérer une certaine pression commerciale, c'est-à-dire pouvoir être complètement maître de ce qui va sortir aussi de ces programmes-là, et puis avoir en fait finalement en ayant accès à l'ensemble des données clients, donc qu'on soit sur de la correction du type de verre, de l'âge, de l'éligibilité sur certains produits, on a l'ensemble de ces informations qui nous permettent directement de pouvoir les utiliser et derrière sortir des messages de manière beaucoup plus, j'ai envie de dire, beaucoup plus fine et surtout de manière totalement autonome. Un autre enjeu qui a effectivement cité Aurélie tout à l'heure, c'est la partie coût de communication en termes de messages. C'est-à-dire qu'ici, on a repris un certain nombre de messages qui existaient déjà sur des programmes relationnels en marketing direct, sauf que là, effectivement, l'objectif, c'est de les digitaliser et donc d'avoir une flexibilité d'un côté, mais aussi d'avoir une baisse de coût par rapport à simplement du publipostage qui, lui, est beaucoup plus rigide, comme l'indiquait Aurélie tout à l'heure, et sur lequel on aura, par définition, aussi des enjeux de coût qui seront bien supérieurs. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on bascule l'entièreté sur du digital, mais ça veut dire qu'on compare clairement le digital au papier, finalement, à la partie offline, et de se dire qu'est-ce qui a du sens, en fonction de chaque client, évidemment, et puis après, en fonction des retours qu'on va justement discuter juste après.
Alors après, en termes de messages aussi, il y a des choses qui sont intéressantes, notamment sur la partie transactionnelle. Aurélie, si tu veux peut-être nous expliquer un peu deux, trois concepts là-dessus. C'est vrai que quand on pense email marketing, on voit beaucoup tous les messages qui partent une fois qu'on a évidemment tout le consentement du client et qui va nous permettre de développer la relation. Mais il y a toute une partie transactionnelle, c'est-à-dire les messages qui sont liés finalement aux activités du client, soit avec un mot de passe perdu ou ne serait-ce que quand il passe une commande chez nous, qui sont intéressants et optimisés. Parce que finalement, c'est déjà communiquer avec eux, c'est le début de la relation client. Quand vous venez en magasin acheter une paire de lunettes, c'est quand même pas banal. Vous repartez pas avec le produit. Vous achetez quelque chose et vous repartez sans le produit. Et c'est vrai que, je suppose qu'il y a des porteurs de lunettes qui nous écoutent. Quand on a choisi sa paire de lunettes, on est hyper content. On a envie de la récupérer assez vite. Or, on repart avec juste la promesse, évidemment, la certitude d'avoir un produit dans quelques jours. Et là, commence le travail d'une certaine façon de la marque, de rassurer ce client, de le mettre en confiance, de lui dire que le processus est enclenché, etc. Et donc, ces emails de réassurance, ce sont des emails transactionnels dans lesquels on va peut-être venir expliquer comment se passe la création des verres, puisque on est sur un produit aussi sur mesure de haute qualité. Et donc pour nous, c'était aussi vraiment le point de départ finalement de la relation client. Et c'est là où on va aussi créer cette confiance qui derrière va nous permettre d'obtenir évidemment l'opt-in qui nous permettra de travailler sur d'autres éléments qui seront plus de la fidélisation, comme je disais, ou du cross-selling. Donc c'est vrai que pour nous c'était important. C'est aussi l'opportunité, ces emails transactionnels, d'aller mesurer la satisfaction de nos clients une fois une vente et la livraison des lunettes faites. Donc c'est vrai que voilà, pour moi le marketing automation dans sa globalité, c'est vraiment l'association d'emails transactionnels et aussi des programmes relationnels. Alors pour vous montrer voilà quelques exemples de contenu, donc vous avez compris qu'il y a beaucoup d'emails qui ont été posés. On a en fait en l'occurrence plus d'une quarantaine d'emails qui ont été embarqués sur la première vague. Évidemment, l'objectif de tout ça, c'est de pouvoir faire du ciblage. Alors il y a aussi du SMS qui est évidemment moins visuel que ce que vous pouvez voir là, mais vous l'avez compris, l'idée c'est de pouvoir engager un petit peu toute la base par rapport à ça. On vous a mis quelques chiffres sur la première vague qui sont plutôt évidemment intéressants. Donc le premier qui est la délivrabilité qui est plutôt excellente, elle parle d'elle-même. Taux d'ouverture aussi également entre 25 et 60%. Je pense que beaucoup de gens ici aimeraient bien avoir ces taux d'ouverture sur ces emails. Donc ça montre bien qu'on est qu'en ayant une belle un bon ciblage et surtout un certain nombre de scénarios de programme relationnel qui soit précis, on arrive à faire ce genre de choses et aussi un taux de clic qui suit derrière. Alors Aurélie, tu peux aussi nous un peu compléter sur justement d'autres types d'indicateurs sur lesquels tu te penches un petit peu pour la suite. Oui, c'est vrai que, comme je le disais, nous on a un programme papier. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'a pas tué notre programme papier, que c'était d'ailleurs un enjeu du projet. L'idée, c'est d'arriver à faire basculer finalement des clients qui étaient papier et donc plus coûteux vers naturellement de la newsletter, du digital. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que ces mailing papier fonctionnent très bien en termes de taux de retour. On le mesure grâce en effet au retour de bons qu'on peut avoir en magasin. Donc l'enjeu, c'est évidemment que ces nouveaux programmes avec le MAT fonctionnent aussi bien. Mais je vais pas regarder les choses exactement de la même façon parce que on avait beaucoup moins de mailing papier. Là, on a démultiplié les messages. Et pour moi, les répercussions, elles vont être aussi différentes parce que quand on est dans un environnement digital, quand on a reçu par exemple une newsletter nous concernant, derrière, ça peut aussi se retrouver à travers d'autres canaux qu'on va pouvoir venir mesurer aussi de l'acquisition ou de la fidélisation. Ça peut se reporter sur nos campagnes AdWords, ça peut se reporter évidemment sur le trafic qu'on a en site, sur l'accès à notre espace client et in fine évidemment en magasin. Donc pour nous, l'enjeu, ça va vraiment de s'assurer que au global, dans la globalité du programme,
on arrive en effet à générer aussi bien du trafic en magasin, mais aussi du trafic vers le site web et les espaces clients, qui sont pour nous des points clés de connexion et d'interaction avec nos clients. Ah, c'est que le début, hein, c'est clair. On a en effet posé ces premiers programmes. On va les faire vivre, évidemment. On va les faire évoluer. On va être à l'écoute des retours de nos clients. On a déjà identifié un nouveau programme qu'on aimerait mettre en place très rapidement autour de l'onboarding de nouveaux clients, qui est pour moi quelque chose de très important. On l'a vu, hein, on le commence quand dans la partie transactionnelle, dans la réassurance, mais ça doit continuer derrière. L'idée, en effet, c'est de pouvoir mesurer la performance qu'on va, comme je le disais, qu'on a sur nos différents supports digitaux, mais aussi en offline. Aussi, quelque chose qui est très connexe à ce projet-là, c'est aussi d'aller collecter plus de données. Bien sûr, on veut enrichir la base de données pour pouvoir toujours aller finalement être plus juste dans nos messages. Le dernier point, c'est le marketing décentralisé en boutique. Pour nous, et je vous ai parlé en effet d'entreprises libérées, on donne beaucoup d'autonomie aux magasins, à nos opticiens, même si voilà un petit peu les suites possibles, on va dire, qu'on veut mettre en place pour après ce qu'on vient de lancer. À toi, Jonathan. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Bon, ben, un grand merci encore à vous deux, super talk. Je propose de directement rebondir sur peut-être la question d'Estelle qui demandait comment vous avez abordé l'axe RGPD. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'éléments là-dessus. Je propose peut-être qu'Aurélie commence par y répondre du point de vue de Berdo et toi, Jean, de compléter sur l'accompagnement que vous avez pu fournir. Donc oui, le consentement, ça fait vraiment partie du point de départ de ce programme, de nos programmes relationnels. Nous, ça se passe principalement en magasin en fait. Donc c'est vrai que quand on prend les informations du client, on prend leur adresse email, on en profite à chaque fois pour leur demander s'ils acceptent de recevoir des communications marketing de notre part, ce qui nous permet de les inscrire en opt-in. Après, on fait des différenciations en fonction de nos lignes de produits puisqu'on a des clients qui sont plutôt porteurs de lentilles, qui sont donc porteurs d'appareils auditifs, et puis aussi en effet des porteurs de lunettes. Et donc en fonction si la personne nous dit oui ou non, si elle nous dit non, ça n'empêche pas qu'évidemment elle recevra quand même ce dont je parlais, les emails transactionnels qui sont liés, elles, au suivi de commande. C'est pour ça que je disais que c'est quand même important finalement de les mettre en place et de bien les travailler parce que malgré tout, ces emails-là sont des emails qui permettent déjà d'amorcer un premier relationnel. Ensuite, on a dans nos espaces clients, pour tous nos clients et en bas de nos emails, la possibilité pour eux de gérer leurs préférences. Donc, il y a un centre de préférences où ils peuvent venir se désinscrire en toute autonomie de nos newsletters aussi. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on gère finalement le consentement et les aspects de RGPD. On a aussi une entreprise suisse avec beaucoup finalement de base suisse, donc ça aide. On a aussi un petit peu moins de contraintes que nos amis européens. Alors, pour le moment en Suisse, ça va peut-être changer. Jean, tu es certainement plus au courant que moi là-dessus. Je pense que ça va changer même. Tout à fait. La révision de la LPD, effectivement, a été votée, donc elle sera en application sans doute 2022. Et peut-être juste pour compléter sur la partie plus mise en œuvre, bon, évidemment, avant le projet de marketing automation, Aurélie l'a dit, c'est-à-dire que le consentement n'est pas un sujet nouveau chez Berdo et chez tous nos clients de manière générale, évidemment. La complexité aussi ici, c'était surtout qu'avec un outil de marketing automation, on va démultiplier les interactions, quelque part envoyer beaucoup plus de messages. Et c'est ça aussi qui était important de pouvoir, en termes de processus de gestion des consentements, de pouvoir recentraliser tout ça et s'assurer que, évidemment, via Actito, mais pas que, comment pouvoir gérer ces éléments. Voilà. Alors, super, j'étais très clair et je pense qu'il y a une très bonne transition avec une question qui vient d'arriver en plus alors et qui est vraiment comment est-ce qu'on a déterminé la fréquence des envois, email et communication au sens large. Donc, pression commerciale, preference center, je pense qu'il y a un beau lien à faire là pour Aurélie. C'est un vrai enjeu. On veut absolument pas surcharger de communication nos clients. Donc, on fait très, très attention. On a réfléchi à ce que
un type de profil, un client en particulier ne puisse pas recevoir au maximum, on doit être à 3 ou 4 communications par an. Et ça dépend aussi de son profil. Et c'est ça qui est intéressant avec le RFM. Les très bons clients, et ça je le sais aussi d'expérience, sont des clients qui sont prêts à recevoir plus de communication de vous. Alors que des clients qu'on dirait froids, c'est-à-dire des clients qui n'ont pas interagi avec votre marque depuis longtemps, faut pas les sursolliciter parce que la probabilité qu'ils vous quittent définitivement est beaucoup plus importante. Donc voilà, donc on essaie, et c'est vrai que l'outil nous permet aussi de gérer ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas à réfléchir à chaque fois à qui on doit écrire, c'est-à-dire qu'on peut gérer automatiquement la pression commerciale et dire sur ce type de profil, on peut aller plus ou au contraire, on peut aller moins. Mais on s'est mis des règles de base qui nous permettent de dire, voilà, c'est pas plus de 4 messages par an. Elle est faisable que parce que justement, vous aviez déjà la segmentation en place. Parce que cette pression commerciale s'appliquerait à tout le monde par définition. Absolument. Je pense que c'est cette granularité exactement. Sans segmentation, ça serait extrêmement compliqué. Absolument. Super. Jean, tu veux compléter? Oui, je pense peut-être juste en 2 mots. C'est, je pense, d'autant plus important. Là, vous l'avez compris, on est au début du projet. Il y a aussi même s'il y a déjà plein de choses en place, mais il y a aussi des évolutions futures. Qui dit évolution, qui dit en fait rajouter des programmes relationnels. Et évidemment, pour une marque comme Berdo, il y a des clients qui sont multiproduits et sur lesquels ces enjeux justement de pression commerciale seront importants. C'est-à-dire la même personne est évidemment éligible et sera de plus en plus éligible à différentes communications. Donc, quelles seront les priorités à prendre? Donc ça, c'est pour reprendre la thématique du début. Humainement, on n'est pas capable de le gérer. Il faut évidemment avoir un outil central qui fasse le job. Voilà. J'adore cette question de pression commerciale. Je viens de réfléchir à comment tu fais quand c'est des parents, par exemple, tu vois, et qui ont des enfants, et tu vas devoir communiquer par rapport aux produits vers les enfants. Je me dis que ça peut vraiment devenir. Voilà. Je vais dire en une fois là, parce que tu exprimais ça, je me suis dit, ouf, il y a moyen de jouer vraiment d'une complexité. Comment est-ce qu'on évite l'usine à gaz alors directement? Et je pense que c'est une très bonne question pour vous deux. Là, j'avais justement un de mes collaborateurs, il m'envoie 122 scénarios. Il fait, j'ose même pas imaginer la réflexion en amont, quoi. Et je te parle de gens qui bossent pour nous, quoi, quand même, tu vois. Donc c'est pas triste, je crois. Comment on fait pour pas faire une usine à gaz dans des projets comme ça? J'ai l'impression, vous avez parlé beaucoup autonomie, agilité. Comment est-ce qu'on fait ça? Parce que c'est des beaux mots, quoi. Oui, ça prend du temps. Il ne faut pas minimiser. Je pense qu'on l'a vu. Évidemment, il y a eu le Covid qui nous a beaucoup ralenti parce que c'est surtout aussi un travail d'équipe. C'est-à-dire qu'on a embarqué beaucoup de gens dans ce processus, c'est-à-dire des opticiens, donc des gens qui sont proches de nos clients. Et on a construit, déconstruit, construit, déconstruit. C'est-à-dire qu'on pose une intention. Et on a été finalement assez. Je pense que sans la segmentation, c'est vraiment très compliqué à faire. Ça permet de rationaliser, de se dire, voilà, sur ce type de profil, qu'est-ce qu'on a à leur raconter, et puis d'avoir différents axes. Nous, on a forcément un axe temps, c'est-à-dire à quel moment on veut les recontacter dans leur cycle de vie, au bout de combien de temps. Et on a un axe âge. En fonction de leur âge, on ne parle pas en effet aux parents d'eux, pour revenir à ce que tu disais, aux parents d'enfants qui portent, et eux, on les contacte une fois par an, parce que c'est ridicule, leurs enfants ne vont pas changer de lunettes tout le temps. Par contre, quand on est ce qu'on appelle, nous, des primo-porteurs, c'est-à-dire des gens autour de la quarantaine et qui viennent tout juste devoir porter des lunettes à cause de la presbytie, c'est quelque chose qui évolue assez vite. Donc là, on est présent un peu plus souvent parce qu'on sait qu'on a des besoins qui sont différents. Donc, ça répond indirectement. Je vois la question aussi de Nicolas par rapport à la raison principale de se lancer dans le marketing automation. Pour moi, c'est cette capacité. Ma plus grosse frustration, c'était quand j'envoyais un message papier et que je me disais une fois sur deux, on tapait à côté, quoi, parce que impossible d'avoir la segmentation suffisamment fine pour pouvoir adresser le bon message. Et de voir aussi nos clients réagir, parce que je pense que les messages, la qualité des messages est importante. Il faut apporter du conseil avant tout. Il faut se mettre un petit peu dans à quel moment dans leur cycle de vie ils en sont avec leurs produits. Et à partir de ce moment-là, on a des clients vraiment qui embarquent et qui, du coup, nous voient plus comme juste que du marketing et des gens qui poussent des offres, mais en tout cas avec une approche conseil et customer-centric, quoi. Oui, exactement. Donc pour moi, c'est avant tout ça la grande valeur du marketing automation.
À mon avis, j'ai un code pour mon site. Hein. Je suis désolé, hein, vu que je fais le marketing pour Actito, je vais devoir te la voler, celle-là. Jean, il reste 10 secondes. Est-ce que tu voudrais encore peut-être juste rajouter un truc? Ouais. Il nous reste, voilà. Juste, on va dire que par rapport à ce que disait Aurélie, évidemment, ce qui est aussi important, c'est les notions de business.